Bienvenue à Futuristique 3.0, le podcast qui va à la rencontre d'humains passionnés d'innovation, de création futuriste et d'invention. Je suis Laurence Esso, consultante agréée en relations publiques. Avec mes invités, nous parlerons de Metaverse, d'intelligence artificielle, de NFT et de bien plus. Nos échanges permettront de démystifier les nouvelles tendances technologiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre leur influence sur notre monde et sur la manière dont nous pensons, communiquons et interagissons. Embarquez avec nous pour cette odyssée d'un futur déjà bien proche. Aujourd'hui, pour cet épisode 4, nous parlons d'éthique dans la collecte de nos données et de la façon dont les humains interagissent avec l'intelligence artificielle. C'est en quelque sorte une suite logique de l'épisode 3 où l'on abordait les questions d'éthique avec l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Claudel Réau, lead en recherche UX pour Sama, spécialiste en expérience utilisateur et en annotation de données, donc le data labeling. Claudel s'intéresse particulièrement à l'étude des interactions entre les humains et les IA, ainsi que les problématiques qui en découlent. Elle est également impliquée au sein du BEC, un organisme de charité qui soutient la santé mentale des travailleurs œuvrant dans le milieu des communications, du marketing et des médias. Bonjour Claudel, Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pourrais-tu nous parler de toi, ton parcours, ce que tu fais chez Sama et au BEC? Oui, certainement. Puis merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de participer à cet épisode avec vous. Alors, un peu sur mon parcours, puis d'où je viens. Dans le fond, j'ai étudié surtout en communication, puis ensuite, je me suis intéressée particulièrement à comment les humains interagissent avec les machines, donc en design d'interaction. Puis graduellement, après avoir commencé à travailler plus en agence de publicité, en marketing, j'ai évolué tranquillement vers le milieu de l'intelligence artificielle avec, à la fois en agence, en aidant des clients à développer leur stratégie reliée à l'IA, mais aussi éventuellement en start-up, donc en contribuant à différents produits dans des domaines comme en assurance, dans le domaine bancaire ou dans le domaine plus commercial. Donc un paquet d'opportunités d'apprendre sur comment les humains réagissent et interagissent avec l'intelligence artificielle. Et là maintenant, chez Sama, hyper intéressant, donc un problème beaucoup plus spécifique avec un produit qui s'intéresse beaucoup aux données, puis à l'annotation des données, donc vraiment venir rajouter cette couche supplémentaire d'informations pour chaque donnée qu'on reçoit. Et on travaille avec une variété de clients qui ont des besoins en annotation de données, puis nous on leur permet ensuite d'aller créer des algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces, disons, avec des bonnes données puis de la qualité dans l'annotation des données. Super, et est-ce que tu peux nous parler un peu du BEC, de ton implication? Oui, certainement. Donc le BEC, c'est drôle, depuis le tout début, tu sais, j'avais étudié en communication, puis ensuite en agence de publicité. Le BEC est un organisme qui est très visible, d'ailleurs il était colocataire dans les bureaux de l'agence où j'étais. Donc depuis longtemps, bénévole au BEC, d'ailleurs je vais faire une conférence avec eux plus tard cette année, en février je crois. Et donc... impliqué autant dans les événements, bénévolat, c'est sûr, avant COVID, quand il y avait encore des différents événements en personne ou en ligne, quand ils ont des besoins en design ou en support. Mais c'est vraiment un organisme extraordinaire qui est trop peu connu, mais qui est hyper pertinent et important, surtout après l'année qu'on vient d'avoir pour aider les professionnels du monde de la communication. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la collecte des données, on le sait que c'est étroitement lié, c'est le cas de le dire, au domaine de l'intelligence artificielle. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste la plupart du temps et comment ça vient nourrir les IA? Oui, donc collecte de données, puis raison, le lien est très fort avec l'IA parce que pour faire de l'IA, on a une des nourritures principales de l'IA, ça va être les données. Ça va être la quantité de données qu'on est capable de fournir. Puis ça va souvent être ce qui va être directement relié à la qualité aussi des algorithmes puis des modèles qui sont créés. Souvent en parlant avec des ingénieurs en apprentissage automatique ou en intelligence artificielle, ils vont tous nous dire que si les données sont pas bonnes à l'entrée, le modèle et l'algorithme sera pas bon et les résultats seront pas bons non plus. Donc,
C'est sûr que la collecte de données dans le contexte de l'IA, ça prend un autre rythme parce que c'est immense. On parle de données à grande échelle, si on veut, surtout si on parle d'apprentissage non supervisé. Puis là, je vais rentrer peut-être un peu plus dans certains détails par rapport au type d'algorithmes qu'on peut créer, mais si on reste à très haut niveau, disons qu'on peut faire des algorithmes qui apprennent de façon supervisée. Donc, on parle de machine learning, par exemple. Eux, ils ont besoin de données qui sont annotées. Donc, exactement le type de données qu'on fait chez Sama. Donc, c'est des données qui ont, par exemple, une vidéo, mais où quelqu'un va être venu annoter, ça c'est un véhicule, ça c'est le trottoir, ça c'est la rue. Versus en apprentissage non supervisé, on laisse un peu le modèle découvrir les tendances par lui-même. Donc, il y a besoin de beaucoup plus de données. On parle de gigantesques quantités de données. Tu sais, ça prend assez de données pour être capable de déterminer, si on veut, des tendances ou de faire des corrélations puis des parallèles dans les données qui sont reçues. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment à une autre échelle. Et puis ensuite, il y a d'autres techniques. Il y a semi-supervisé qui est un peu entre les deux, si on veut, qui fait une partie avec des données annotées puis qui ensuite laisse évoluer. Dans tous les cas, ça implique de collecter des informations, ça implique de les organiser, de les mettre en place pour qu'elles soient comestibles, si on veut, par un algorithme par après. Et le type de données peut être varié. On peut parler de données numériques, de données textuelles, d'images, de vidéos, de données tabulaires dans des formats Excel ou CSV. Donc vraiment, il y a de tout là, en données. Et aujourd'hui aussi, c'est sûr que les technologies façonnent complètement notre monde, et notamment parfois la nature même de notre travail. Peux-tu nous parler de la place des technologies dans notre quotidien et comment l'IA se fraye un chemin jusqu'à nous? Oui, complètement. C'est intéressant parce que l'IA est là depuis longtemps et on en parle beaucoup ces dernières années parce que on a de plus en plus de compagnies qui essaient de mettre ça en production puis de le rendre vraiment tangible pour nous en tant qu'êtres humains dans plein de solutions, que ce soit quand on écrit un courriel puis maintenant on a une suggestion de phrases à écrire, ou quand on a des recommandations qui sont faites sur Netflix ou sur Spotify sur quoi écouter, ou même quand on fait des achats en ligne puis qu'on voit des suggestions de quoi d'autre acheter en lien avec ce qu'on vient déjà de mettre dans notre panier. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce sont aussi des opportunités de collecte de données en quelque sorte, parce que chaque fois qu'on interagit avec l'IA ou par exemple, on confirme que la suggestion de phrase qui a été faite dans notre email, elle nous convient, chaque fois qu'on confirme quelque chose, on envoie un signal aussi. Puis ces informations sont hyper importantes en IA parce que c'est ce qui nous permet de confirmer, la suggestion était bonne. Donc, c'est un point d'entrée qui nous permet de dire ça, c'est une bonne suggestion, versus si quelqu'un n'a pas accepté la suggestion, c'en est pas une bonne. Donc, vraiment, c'est une relation un peu en symbiose avec les humains qui interagissent avec l'IA parce qu'ils sont l'utilisateur et la personne principale qu'on veut venir satisfaire, si on veut, avec ça. Puis leur input est hyper important pour la suite. Effectivement, et comme on l'a mentionné au début, Claudel, tu t'intéresses particulièrement à la façon dont justement les humains interagissent au quotidien avec l'IA et les biais ou les attitudes que nous développons face à ces systèmes. Donc, voudrais-tu nous en parler? Certainement. C'est récent qu'on s'intéresse davantage et davantage, disons, aux interactions humain-intelligence artificielle. Puis on peut prendre tellement de la littérature existante en psychologie, en anthropologie, juste sur comment les êtres humains réagissent en général, comment les êtres humains bâtissent de la confiance, par exemple. Il y a déjà un corpus de littérature immense sur comment les êtres humains bâtissent de la confiance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer à comment on bâtit de la confiance avec un système d'IA, puis dans quel contexte, par exemple. Si c'est un contexte à haut risque, par exemple un docteur qui utilise un système d'intelligence artificielle pour identifier des tumeurs, versus moi qui reçois une recommandation sur Netflix, on s'entend que le contexte puis l'impact d'accepter une suggestion est vraiment différent. Puis ça, c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de recherches qui se fait dans ce domaine-là. On note parfois il y a comme deux tendances ou deux camps, si on veut. Puis je suis certaine que quand on regarde autour de soi, on voit un peu des deux camps. Il y a des gens qui sont vraiment... on peut parler de algorithmic aversion, donc qui ont une aversion envers les suggestions de l'intelligence artificielle, peu importe c'est quoi, c'est non, ça sera jamais assez bon, ou c'est quelque chose qu'ils aiment pas, ils trouvent toujours que ça correspond pas. Puis versus, il y a aussi l'autre extrême qui est un peu les gens qui sont à 100% dans l'automation, puis ça leur dérange pas du tout que ce soit suggéré par une IA, puis ils ont très confiance en l'IA puis en ses suggestions. Donc, c'est sûr qu'il y a des différences qui se passent dans comment les gens réagissent. Souvent, c'est relié à quel point la suggestion est bonne ou pas bonne.
au départ, quand on a commencé à recevoir des recommandations de textes dans nos emails, peut-être que c'était pas idéal, c'était pas la bonne recommandation, ça paraissait pas utile. Mais dès que ça commence à être précis, à être instinctif, à vraiment répondre à notre besoin puis à nous sauver du temps, c'est là où ça devient facile de se dire « Ah, mais j'ai fait confiance parce qu'il m'a pas déçu dans le passé. » t'sais. On voit aussi, il y a des différences culturelles dans les attitudes envers l'intelligence artificielle. Je lisais une étude la semaine passée qui comparait des populations en Allemagne, en Chine et en France, je crois, ou ailleurs en Europe, et qui distinguait un peu différentes attitudes. Est-ce que les gens ont peur de perdre leurs emplois? En Chine, très peu, parce que le taux d'emploi est très bon. La majorité sont en full en emploi. Mais alors qu'en Allemagne, il y a peut-être des chiffres un peu différents versus dans d'autres pays d'Europe. Donc, c'est intéressant de voir que, dépendamment de notre contexte social aussi, politique, culturel, on a une attitude peut-être différente envers comment on perçoit l'intelligence artificielle. Effectivement, et aussi tu mentionnais le schéma mental et la façon dont Oui, les humains développent leur propre compréhension de ce qu'est un bon fonctionnement de l'IA pour eux. Est-ce que tu pourrais clarifier ce que tu entends par là? oui. C'est automatiquement, quand on commence à interagir quand on commence à avoir des suggestions, ou même que ce soit le plus simple format, comme des suggestions sur Spotify, ou que ce soit dans un schéma beaucoup plus avancé, comme par exemple un médecin qui utilise un algorithme pour déterminer s'il y a une tumeur ou pas, dans une radiologie par exemple, c'est automatique qu'après un certain temps à utiliser l'algorithme ou à interagir avec, on commence à se faire une compréhension, un schéma mental, dans quel contexte cet algorithme-là répond bien ou répond moins bien, par exemple. Si je suis un médecin, après 6 mois à utiliser le dit algorithme ou l'outil, si on veut, peut-être que je me suis mis en tête, j'ai compris que avec les enfants, l'algorithme fonctionne, les radiologies d'enfants, par exemple, les radiographies d'enfants, l'algorithme fonctionne très bien versus pour les personnes âgées, un peu moins. Là où ça devient pas risqué, mais là où ça devient particulièrement important d'être attentif aux changements qu'on fait, c'est que si demain matin, le créateur de l'algorithme a réentraîné son modèle et l'a amélioré, disons, l'a amélioré pour les personnes âgées, mais malheureusement, ça a eu un impact sur la population plus jeune, puis l'algorithme réagit moins bien pour les prédictions qu'il fait pour les jeunes. Mais on se dit, c'est pas si grave parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment l'améliorer pour les personnes âgées. Mais l'impact de ça peut être immense parce que si le médecin qui utilisait l'algorithme s'était fait un schéma mental que pour les enfants, ça fonctionne toujours bien, donc j'ai pas besoin d'être trop attentif versus les personnes âgées, si on fait si on pousse cette nouvelle version de l'algorithme au médecin, sans lui l'avertir qu'il y a eu un changement, sans lui expliquer les nouvelles fonctionnalités de l'algorithme et ce que ça a l'impact pour son travail, mais ça se pourrait qu'on arrive à des erreurs plus humaines par après parce que dans la tête du médecin, l'algorithme fonctionnait très bien avec les enfants. On ne l'a pas averti que le niveau de confiance de l'algorithme envers les prédictions qu'il faisait pour les enfants, par exemple, allait changer. Donc là, c'est un exemple où il y a un alignement mal fait entre le schéma mental de l'utilisateur puis la nouvelle version, par exemple, de l'algorithme. Puis je pense que ça, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup dans le futur à quand on a une nouvelle version de l'algorithme, comment on communique ces changements-là ou comment on peut être sûr que l'impact sera pas trop grand sur les gens qui l'utilisent, qui l'utilisent au quotidien, tu sais. Alors on ne cessera de le rappeler, l'une des façons de remettre l'humain au centre des technologies, c'est de s'assurer que l'on reste éthique, notamment dans leur conception et leur usage, sachant que par le passé, on a eu des dérives, entre autres dans le cas de Cambridge Analytica, et que justement aujourd'hui, on a des lois telles que le RGPD, Règlement général sur la protection des données, pour aider à encadrer le traitement de nos données. Alors, à quoi devrait ressembler une collecte de données éthiques aujourd'hui? C'est une très bonne question, puis on est exactement au point où de plus en plus de gens, malgré que c'est pas encore si fréquent, je pense qu'il y a une littératie, si on veut, au niveau des données puis comment elles sont collectées, qui devrait être davantage poussée le plus jeune possible, si on veut. Je fais juste penser à, par exemple, tous les filtres qu'il y a sur Facebook et Instagram où les gens doivent aligner leur visage, puis leurs yeux, leur bouche, leur nez. Mais ça, c'est exactement un type de contexte où les données collectées sont annotées presque en temps réel avec la personne qui aligne son visage. Et les gens sont peut-être pas toujours au courant ou
sensible au fait que chaque fois qu'un filtre ou qu'une photo est prise, ben, les données peuvent potentiellement être utilisées. Même chose pour Alexa. Je pense que je sais pas si c'est encore le cas, mais à la base, Alexa, dans leurs petits imprimés, quand on acceptait les termes d'utilisation, ça mentionnait que notre voix et chaque fois qu'on interagit avec Alexa pouvait être écoutée par des équipes internes puis enregistrée. Le truc, c'est que tant qu'il n'y aura pas, dans ma tête, ça commence par une sensibilisation, mettons, pour que les gens soient au moins au fait des dernières méthodes de collecte, puis qu'ils sont au courant de leurs droits. Puis ça, ensuite, mène à différents, c'est comme un effet domino sur différents aspects d'une collecte de données éthiques, que ce soit à la collecte, qu'on soit transparent sur comment on procède. Puis transparent, je veux dire pas en petits caractères, là, vraiment transparent sur est-ce que vous acceptez. Mettons, avant de faire le filtre sur Instagram, on pourrait nous dire est-ce que c'est OK pour vous qu'on utilise ça pour d'autres filtres plus tard ou qu'on l'analyse à l'interne, qu'on laisse vraiment la liberté, puis que ce soit clair qu'on peut s'en sortir d'une autre façon. Ensuite, après la collecte, il y a aussi à l'annotation. Quand on pense à l'annotation de données, il y a beaucoup de façons en ce moment d'annoter des données qui sont très peu éthiques si on pense à des plateformes de crowdsourcing qui envoient les données un peu partout à travers la planète pour des salaires qui sont très minimes, dans des conditions assez limitées, qui sont peu encadrées si on veut, puis qui sont très dépendantes par tâche qui est envoyée par les clients qui ont besoin de ces données-là. Donc, je pense qu'à l'annotation, c'est hyper important aussi de regarder qui fait l'annotation des données. Est-ce que les équipes qui font les annotations sont bien payées, sont employées, sont encadrées, etc., pour être certain qu'il n'y a pas des conséquences latentes qui arrivent plus tard. Puis ensuite, même, il y a une autre troisième partie qui rentre en jeu, qui est un peu l'utilisation, puis à travers le temps. Tu sais, combien de temps les données sont maintenues, qui les protège. Si on a accepté que nos données soient collectées, on a accepté ça pour quoi? Pour 1 an, pour 6 mois, pour 10 ans, pour toujours? Est-ce que ces données peuvent être revendues après? Il y a une grande différence entre accepter qu'une compagnie utilise nos données pour améliorer le produit qu'on utilise versus utilise nos données, les revendre à une autre compagnie qui va ensuite l'utiliser pour autre chose. Il y a comme un chemin qui peut se faire rapidement, puis le consentement n'est pas toujours clair entre les différentes étapes. Et c'est intéressant que tu parles, justement, tu es une experte en annotation de données, tu l'as mentionné depuis le début, mais est-ce que tu peux davantage nous expliquer ce qu'est l'annotation de données et comment est-ce que les humains font de l'annotation sans s'en rendre compte? Oui, complètement. Donc, l'annotation de données, on parle de vraiment tous les contextes où on a besoin de rajouter, si on veut, une couche d'informations sur la donnée qu'on a. Par exemple, si je veux créer un algorithme qui va distinguer différents types d'oiseaux, peut-être que je vais avoir besoin qu'un être humain regarde des milliers d'images d'oiseaux puis soit capable de me dire « ça, c'est un perroquet, ça, c'est un pingouin, ça, c'est un cacatoès ». Donc, qu'on a un être humain qui passe au travers cette base de données-là, puis rajoute cette information-là, c'est là où on parle d'annotation de données. Puis là, ça peut être fait pour un paquet de contextes. Ça peut être fait pour des données vidéo. Ça peut être, par exemple, pour les véhicules autonomes. On a des heures et des heures de vidéos dans les rues, de nuit, de jour, avec de la neige, avec pas de neige. Puis on a besoin qu'un être humain vienne dire « ça, c'est un véhicule, ça, c'est un véhicule, ça, c'est un piéton, ça, c'est un piéton », etc., etc. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'annotation. Ensuite, ce que tu mentionnes par rapport à comment on fait de l'annotation sans s'en rendre compte, on a tous déjà vécu le moment où on nous dit on veut vérifier que vous n'êtes pas un robot. Puis là, on nous demande pouvez-vous identifier tous les autobus? Puis là, on se pose toujours la question est-ce que ça c'est un autobus ou c'est juste le coin d'un autobus? Il y a un petit moment de stress. Mais ça, en quelque part, on fait un peu de l'annotation. Des fois, ces données-là peuvent être utilisées par après pour entraîner un algorithme. Mais ensuite, il y a un paquet d'autres façons où on fait de l'annotation peut-être un peu indirecte, où on monte des databases quand même. Chaque fois qu'on clique sur une recommandation qui nous a été faite sur Netflix, ou chaque fois qu'on fait X sur une recommandation, ben, on envoie un signal aussi qui est collecté, qui vient comme créer une autre database de la recommandation qui a été faite versus est-ce que l'utilisateur l'a accepté ou pas. Donc, c'est d'autres exemples du quotidien où on s'en rend peut-être pas compte, mais on fait de l'annotation, où on confirme certaines choses qui peuvent ensuite être utilisées. Aussi, dans la communication entre l'humain et le système d'IA, tu soulignes qu'il y a la possibilité de se nuire ou de se nourrir mutuellement, comme un genre de dualité, en fait, du rapport entre l'humain et l'IA. Peux-tu clarifier? Complètement. C'est drôle, parce que quand on pense, dans ma tête, il y a quelque chose de très organique avec la façon dont on apprend à vivre avec l'IA au quotidien. Puis, autant parfois c'est frustrant, parfois ça correspond pas le nombre. Je suis sûre que
la majorité d'entre nous, on a déjà expérimenté un chatbot qui répondait pas du tout à nos demandes ou on s'est senti frustré ou vraiment pas satisfait des suggestions qui étaient faites, c'était pas les bonnes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi que plus on participe ou plus on interagit, toutes ces micro-interactions-là, potentiellement contribuent à améliorer puis à nourrir le système en espérant qu'éventuellement l'amélioration soit assez substantielle pour qu'on ait une belle interaction, parce que si ça fonctionnait bien puis qu'on était satisfait, alors ce serait bien différent. Puis je pense qu'il y a un peu des deux. Et le défi, c'est pas toujours clair, je pense, pour les êtres humains, ou en tout cas dans les interactions qu'on a, c'est pas toujours clair le contrôle qu'on peut avoir autour de la suggestion qui nous est faite ou autour de l'interaction qu'on a. Il y a pas toujours assez dans ma tête, de transparence sur ça vient d'un IA et voici comment ça a été fait. C'est pour nous aider à comprendre comment la suggestion a été faite, par exemple, comprendre un peu plus comment ça fonctionne, parce que ça peut aider. En interaction humain-machine, on parle beaucoup de transparence, d'explicabilité, d'être capable de donner un peu plus d'input à l'utilisateur sur qu'est-ce qui se passe un peu derrière, pour pas que ce soit juste on le garde dans le néant, puis on espère que l'interaction va bien se passer, mais plus qu'on l'implique dans l'interaction, puis on lui donne même le choix d'améliorer ou le choix de donner. T'sais, si on pose une question après une interaction qui n'a pas bien été, ben on se donne l'opportunité d'améliorer l'algorithme puis de peut-être avoir une meilleure réponse la prochaine fois. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en design pour améliorer comment les interactions se passent en général. Puis, comme tu le disais plus tôt, pour vraiment remettre... C'est l'humain qu'on essaie de servir là-dedans. Donc, si à tout moment, il décide que ça lui convient plus d'interagir avec l'IA, il devrait être 100% en contrôle puis pouvoir dire, OK, je veux retourner à un autre mode manuel, ou je veux changer la façon dont ça se passe parce que ça me convient pas. T'sais. Et tout à fait. Et puis quand tu parles d'amélioration, c'est sûr que oui, les IA évoluent et s'améliorent idéalement avec le temps. Et on le sait que les humains aussi contribuent justement à améliorer les systèmes d'IA. Est-ce que tu as des exemples pour illustrer cela? Oui, il y a plusieurs exemples, je pense, qui peuvent être utiles à regarder. J'en ai beaucoup parlé à date, mais l'exemple des courriels où on a une suggestion de texte qui nous est faite. Moi, je me souviens quand ça a commencé, quand ils ont commencé à me suggérer des phrases, c'était pas toujours idéal. Souvent, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais dire. Puis, le trois quarts du temps, j'ignorais la suggestion. Puis là, je me surprends même ces temps-ci à regarder les suggestions. Puis je suis comme, ah, mon Dieu, oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est drôle. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est intéressant. Récemment, je jouais avec un des filtres sur Facebook dans la messagerie, puis je réalisais qu'il n'y a pas si longtemps, le filtre n'était pas aussi précis sur le visage. Quand on fait, mettons, je mets un fil de clown ou peu importe sur le dessus du visage, où il fallait prendre beaucoup plus de temps pour aligner notre visage bien droit avec le nez, les yeux, puis tout ça. Alors que maintenant, dès qu'on ouvre la caméra, instantanément, on capte, genre l'algorithme est capable de capter toute l'angle de notre visage, même quand on bouge, le filtre continue à s'adapter, donc on voit l'évolution des premiers filtres versus maintenant, de quoi ça a l'air, c'est quand même assez différent. Puis même, au tout début, quand il y avait les commandes vocales sur le téléphone, j'avais très peu de gens autour de moi qui utilisaient Siri pour poser des questions. Et maintenant, c'est commun qu'on est dans un souper. Même hier, j'étais dans un souper avec des amis, puis il y a quelqu'un qui a posé une question au téléphone instinctivement, puis directement trouver réponse à sa question. Donc ça, c'est une interaction qu'on voyait peu avant, puis c'est vraiment avec le temps, puis de plus en plus de données, puis une amélioration des algorithmes qu'on arrive à créer ces patterns d'utilisation-là, parce que ça répond à un besoin, puis c'est rapide. Aussi, si l'on parlait maintenant de la place des femmes en IA, pourquoi est-ce qu'elles semblent si peu nombreuses dans ce secteur et comment est-ce qu'on pourrait les attirer davantage? Oui, ça c'est une bonne et une grande question, l'éternelle question de pourquoi il y a si peu de femmes. C'est vrai, je regardais des chiffres un peu, je pense qu'en 2020, le World Economic Forum mentionnait qu'il y avait à peine 26% des positions occupées en data puis en AI étaient par des femmes, ce qui est quand même assez fou. Je pense qu'on peut facilement retourner à des choses connues. On sait que même à l'école, sur les bancs d'école, en ingénierie, en computer science, il n'y a pas nécessairement une proportion égale de femmes qui sont dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a un autre facteur que je trouve particulièrement intéressant à regarder. Il y a beaucoup de compagnies qui font de l'IA en ce moment. Puis c'est un domaine qui est très propulsé par les startups, beaucoup d'innovations qui se passent dans les startups, puis dans cet écosystème-là. Puis ce qui arrive, c'est que
il y a encore peu de startups qui sont fondées par des femmes. Puis les gens qui investissent ou les groupes d'investissement sont beaucoup composés d'hommes aussi encore. Mais je pense que c'est comme un cercle. J'ai des amis qui ont fondé leur start-up, qui sont des femmes, puis c'est encore difficile des fois d'aller chercher des fonds, d'aller convaincre, d'investir dans leur compagnie, etc. Fait qu'il y a comme cette partie-là qui est certainement nourrie par le fait que les investisseurs qui sont prêts à mettre l'argent sont majoritairement hommes. Puis ensuite, il y a le fait que c'est plus difficile de comme défendre dans ce contexte-là, défendre d'avoir des fonds. Puis ensuite, tout ce qui est position plus senior dans une compagnie, on a encore trop peu de femmes dans des rôles exécutifs, dans des rôles de direction. Puis c'est souvent ces groupes-là qui vont pousser, parce que l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises, c'est comme le bonbon. Là. Tout le monde veut un peu dire « Ah, mon département, on fait de l'IA, on fait de l'IA. » Et sans nécessairement savoir le pourquoi, comment on le fait, mais il faut dire qu'on le fait. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, ces départements-là sont dirigés, c'est des gens plus élevés dans la compagnie, au niveau exécutif, qui vont pousser ces initiatives-là. Et malheureusement, il y a encore peu de femmes dans ces niveaux-là. Mais je pense que pour changer ça, ça prend à la fois plus de visibilité. Je pense qu'il faut qu'on sensibilise, qu'on comprenne aussi, parce que c'est pas juste une question de visibilité, c'est une question d'impact. Les algorithmes qu'on crée, plus il y a de la diversité dans les gens qui les conçoivent, qui écrivent le code, qui sont derrière l'algorithme, plus on a des chances que l'algorithme soit efficace puis potentiellement moins biaisé par après, right? Parce qu'on a une meilleure balance à la conception puis à la création. Je pense que l'impact d'avoir une équipe diversifiée de créateurs puis d'ingénieurs est majeur pour la suite. Et tout à fait, ça va demander qu'on suive ça de près aussi. Je ne sais pas si, par exemple, tu connais des initiatives en ce moment pour aider à sensibiliser, peut-être attirer des jeunes filles plus dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place actuellement au Canada, au Québec? Il y a définitivement des groupes. Il y a Women in Tech qui est un peu présent partout, mais il y a Women in Tech Montreal, par exemple, qui est à Montréal. Il y a Women in AI, qui est un autre groupe particulièrement axé sur la présence des femmes en AI, en IA. Il y a également, plus au niveau comme scolaire, je pense à Polytechnique et à l'ETS, il y a certainement des programmes qui encouragent les femmes à être plus présentes puis à s'investir en technologie. Je le disais, la visibilité, je pense que d'avoir de plus en plus de femmes qui représentent, qui font des conférences, qui sont actives dans le domaine des technologies, ça encourage aussi, puis ça fait dire « Ah, je pense que ça pourrait être une avenue pour moi aussi. » Tu sais, ça aide d'avoir cette visibilité-là. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, certainement, pour amener ça. Puis souvent, ça demande un effort peut-être supplémentaire, même à l'embauche. Oui, ça va peut-être prendre 1 mois de plus pour trouver une candidate femme, mais si vraiment les employeurs commencent à mettre ça comme un objectif qu'ils veulent vraiment atteindre, ça va peut-être être plus difficile, mais c'est important par la suite, je pense, pour le message que ça envoie puis la visibilité que ça donne ensuite au sein des compagnies. Est-ce que tu peux maintenant nous partager une vision du futur de la collecte des données? Le futur... J'ai de la misère, on dirait des fois je regarde le futur, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça va être demain. Donc je vais y aller large. Je vais y aller connecté aussi avec je pense que le futur de la collecte de données est relié au type d'algorithme qu'on va créer dans le futur aussi. En ce moment, nos algorithmes ont encore besoin d'énormément de données. Et ont un impact environnemental aussi, que je pense qu'on va s'y intéresser de plus en plus, mais les algorithmes ont un impact environnemental important. Entraîner un algorithme, ça consomme de l'énergie. Et ça va certainement devenir un peu plus le centre des discussions dans les années à venir. Je pense que le futur, si on le regarde de façon optimale, ça va nous prendre un futur où les algorithmes ont besoin de moins de données. Donc, j'imagine un futur où on essaie de réduire un peu la quantité, qu'on est moins en mode on prend large, on prend toutes les données, puis on essaie de voir si ça fait du sens, mais qu'on est capable d'entraîner avec des plus petites quantités de données, des quantités mieux choisies. On parle de active learning parfois pour mentionner ces méthodes qui nous permettent de vraiment bien choisir la prochaine donnée à annoter pour pas juste faire la notation sans vraiment savoir pourquoi puis quelle donnée a plus d'impact, mais vraiment aller cibler ces données-là sont importantes pour l'algorithme, par exemple. Donc, être capable de vraiment cibler, puis avoir des algorithmes qui s'adaptent un peu plus aux facteurs utilisateurs, mieux encadrés, si on veut. Puis, un autre grand aspect pour moi, c'est relié plus à l'éducation.
la population en général. Il y a encore trop peu de... Tu sais, je regarde autant des jeunes qui sont à l'école, mais aussi des membres de ma famille. C'est pas tout le monde qui a la même connaissance de qu'est-ce que ça veut dire d'aller naviguer sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire quand je clique OK ici, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai pris une photo puis je l'ai envoyée à quelqu'un. Est-ce que tout ça est disponible pour tous? Est-ce que ça va être analysé? Est-ce que j'ai donné mon consentement pour que ça soit envoyé... dans un centre d'analyse après, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau. C'est un peu comme, on parle beaucoup de l'éducation financière des gens, puis moi je crois beaucoup à l'éducation sur les données, tu sais, la littératie reliée aux données, puis je pense que ça va être important pour les générations futures d'être beaucoup plus au courant, parce qu'on l'a vu avec Facebook ou d'autres compagnies du même type, où les gens sont peut-être pas nécessairement au courant à quel point les données sont collectées et sont disponibles, puis ça a eu des impacts parfois même jusqu'à très loin. Il y a des gens qui ont parlé de compagnies d'assurance, qui ont été capables de retrouver des photos, qui ont mis ensuite en doute s'il y avait le droit à l'assurance ou pas. Tu sais, ça peut aller tellement loin. Je pense qu'il faut qu'on éduque davantage la population sur l'impact d'avoir laissé, puis surtout si les données sont pas anonymisées ou sont pas encryptées, si on veut. Puis, je pense que aussi, ce qui arrive, c'est que les compagnies vont avoir de moins en moins de jeux, si on veut, par rapport à jouer un peu l'innocent ou dire « Ah, ben je savais pas que ça allait mener à ça, nécessairement. » Il y a cette notion-là qui est beaucoup... Je me rappelle, il y a pas si longtemps, il y avait des centres commerciaux, je pense, à Québec, où chaque personne qui s'arrêtait devant la borne d'information, ben en fait, leurs vidéos étaient filmées, puis ils ont collecté, je pense, 5 millions de vidéos, là. C'est une quantité immense de données. Puis ça a été divulgué après dans les médias, puis tout ça, ça a créé un tollé, mais à la base, il y a personne qui était au courant que leur visage était filmé dans ce contexte-là. Mais ce qui est difficile, c'est dans tout ce qui est domaine public, à chaque fois qu'on marche dans un lieu public ou qu'on est présent dans une rue, dans une ville, peu importe, est-ce qu'on est propriétaire de ces données-là? T'sais, est-ce qu'on peut être filmé puis c'est collecté ensuite, ou est-ce qu'on a le droit de consentir ou pas? Je pense que toute cette ligne du public puis du privé va aussi devenir de plus en plus... Parce qu'autant Alexa s'est fait un chemin jusque dans notre salon, puis maintenant on peut nous écouter dans le cœur de nos maisons, autant dès qu'on sort de notre chez-soi, puis qu'on est dans un lieu public, comme un restaurant, comme un centre commercial ou une rue, autant là, ça devient un autre... Il y a comme d'autres intervenants qui rentrent en jeu, qui eux aussi ont leurs intérêts. Je pense que c'est ça qui est important de garder en compte. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant que tu le mentionnes, parce que c'était également mentionné dans le documentaire de Netflix, Coded Bias, qui justement, on a Joy Buolamwini, qui elle a aussi créé Algorithmic Justice pour justement suivre ce genre d'enjeux. C'est des questions que tout le monde se pose en ce moment, c'est pas encore très clair. On essaye de trouver un cadre où les gens vont être effectivement protégés, leur anonymat, leur vie privée, etc. Donc, oui, et c'est à suivre. Comme on dit, tout est en train de se bâtir en même temps, là, donc à suivre. Exact. Mais très bon, ce documentaire est excellent. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. C'était un très, très bon documentaire qui faisait un bel état des lieux de où on est actuellement. Oh oui, et puis j'aimerais ça, une suite, effectivement. Oui, définitivement. Ça devrait être une série télé. Chaque semaine, on a des updates là-dessus. Ah oui, assurément. Récemment, on entend plusieurs voix qui s'élèvent aussi pour réclamer que l'on reçoive une compensation, par exemple, pour la collecte de nos données. En réalité, pour certains, il n'y a pas de raison que les GAFAM, notamment, puissent s'enrichir sur nos données personnelles et que l'on ne puisse pas aussi en bénéficier financièrement. Alors, est-ce que selon toi, c'est une direction vers laquelle on pourrait aussi aller dans le futur? Est-ce que tu as pu voir passer des initiatives ou des discussions sur le sujet? Une école de pensée qui est quand même populaire en ce moment par rapport à comment gérer l'aspect monétaire de ça, parce que complètement, les compagnies qui collectent nos données puis ensuite revendent ça se font clairement de l'argent sur ce dos-là. Ça serait, dans ma tête, une solution qui pourrait être potentiellement possible, ce serait juste d'offrir le choix. Parce que, par exemple, Facebook ou Instagram, des grosses plateformes comme ça qui sont offertes gratuitement, est-ce qu'on pourrait pas donner à l'utilisateur l'option de « tu peux payer mensuellement », puis en payant mensuellement, ben on arrête, par exemple, on collecte pas les données là-dessus. Peut-être que tu as différents forfaits si tu payes un certain montant. Parce que
ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a accès à ce service-là. La compensation monétaire qu'on a, c'est que maintenant, on a accès à ce service-là. Puis ce service-là nous est donné gratuitement, mais en fait, le réel prix, c'est l'ensemble des données, puis des interactions, puis l'apprentissage qu'ils ont sur qui on est, puis comment on est. Et ça a un prix, c'est énorme, tu sais, de comprendre ça. Et je pense qu'il y aurait une avenue potentiellement que je trouverais super intéressante, où les compagnies pourraient avoir différentes façons de payer pour conserver. Sinon, dans ma tête, au-delà de la compensation, il y a un côté plus législatif, qu'on devrait être protégé, parce que l'envers du décor, c'est de se dire, comment on est arrivé au stade où je suis rendu que je dois payer pour protéger. Tu sais, si je veux la version premium où on prend pas mes données, il faut que je paye plus cher. Tu sais, c'est quand même un drôle de paradigme là où on est rendu. Fait que c'est pour ça que les gouvernements aussi commencent à mettre en place eux-mêmes des façons de venir un peu légiférer. Tu sais, on a vu il y a longtemps, mais genre dans les années comme 40, 50, quand la publicité a commencé à être de plus en plus présente, au début, il y avait très peu de lois qui venaient encadrer comment la publicité était faite, présenter ce qu'on pouvait dire dans la publicité. Puis maintenant, il y a des grosses structures en place, les normes de la publicité au Canada, le CRTC, il y a plein d'organisations qui sont là pour venir comme encadrer puis dire que ça, c'est OK, mais pas ça. Je pense qu'on va arriver éventuellement à un stade où on aura beaucoup plus de cadres législatifs qui va peut-être venir limiter, qu'on ne se rendra pas à avoir une compensation, mais qu'on va être plus en mode, il y a des règles, des choses qui sont inacceptables, qui ne devraient jamais... Je suis la première à dire que pour moi, la reconnaissance faciale, puis le fait qu'on puisse identifier les êtres humains sur des vidéos, puis tout ça, puis les suivre, je pense pas que c'est un domaine de recherche qui devrait être... Je pense que les impacts néfastes sont trop grands pour que ce soit poursuivi dans tous les cas comme domaine de recherche. Fait que je pense qu'il y a aussi des fois, il va falloir mettre des freins sur certains. C'est pas parce qu'on peut faire de la recherche qu'on doit la faire. C'est pas parce qu'on peut faire un algorithme qu'on devrait le faire. Il y a ces questions-là qui doivent commencer à être de plus en plus dans la tête des gens très tôt dans le processus, là, au niveau de la recherche, au niveau des doctorants qui produisent des recherches, puis des documents reliés à ça. Ouais. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous suggérer pour justement nous éduquer davantage sur ces questions? C'est une bonne question. Un des livres que je trouve particulièrement intéressant relié aux algorithmes, mais plus en général aussi à l'impact que ça peut avoir, c'est Weapons of Math Destruction. So, Math Destruction, Mathématiques Destruction, de Cathy O'Neil, qui est d'ailleurs dans le documentaire, donc super intéressant, puis très relié à l'impact que ça peut potentiellement avoir. Puis, un autre qui est aussi très bon, c'est Algorithms of Oppression, de Safiya Noble, qui est très bon aussi par rapport à l'impact négatif potentiel des algorithmes, qui est peut-être moins relié aux data, mais plus relié aux algos en soi. Mais ces deux-là sont très intéressants à regarder au niveau biais puis au niveau AI. Et pour nos auditeurs, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre s'ils veulent discuter davantage avec toi, en savoir plus, etc.? Oui, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn là, à mon nom, Claudel Rowe. Sinon, je suis aussi sur Twitter, un peu moins active par contre, mais je pense que LinkedIn, ça va être la façon la plus directe. Ouais. Alors, c'est parfait. C'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Je te remercie, Claudel, d'avoir participé et au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super intéressant, cette conversation. Merci, Claudel. Merci d'avoir écouté Futuristique 3.0. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et surtout à le repartager sur vos réseaux sociaux. Restez à l'affût du prochain épisode sur toutes les plateformes d'écoute et suivez-moi, Lauren Cesso, sur LinkedIn et Twitter. À bientôt!